Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Adressez les commandes à votre libraire ou directement à Copyright EME édition 2015, B. 1348 Louvain-la-Neuve. Introduction. Gilles Ferréol. En mars et en mai 2015, dans les locaux de l'UPFR Sport de l'Université de Franche-Comté, se sont tenues des journées d'études consacrées, dans une optique pluridisciplinaire, à l'engagement et à ses différentes figures. Cet ouvrage, structuré en deux grandes parties, rassemble la plupart des communications présentées et discutées lors de ces rencontres organisées par les jeunes chercheurs du laboratoire C3S. Dans un premier temps, sont proposés des éléments de cadrage et de problématisation. Abdelwahab Matari, tout d'abord, privilégie le point de vue de l'anthropologie philosophique et se situe plus précisément dans le cadre d'une phénoménologie de l'intersubjectivité et de la corporéité, appelant à une responsabilité communicationnelle et à la reconnaissance d'autrui. Thierry Foucart prolonge la réflexion en s'interrogeant sur le rôle des instances de socialisation, en particulier l'école, dans la transmission des valeurs et la défense de la laïcité. Johan Chanoir, de son côté, se focalise, au sein de la communauté historienne, sur deux serviteurs éminents de l'idéal républicain, Marc Bloch et Henri-Irénée Marou, lesquels ont su faire de leur chair une seule et même tribune. Pierre Statius et Bernard Jolibert confrontent, pour leur part, les positions de Raymond Aron et de Jean-Paul Sartre relatives à la neutralité axiologique et au poids des idéologies, au devoir de réserve et à la force des convictions. La question, plus générale, du statut et de la place des intellectuels est posée par Éric Dubreuc à partir d'une relecture des écrits foucaldiens sur les tensions entre savoir et pouvoir. Régime de vérité et préférence partisane. Pascal Fugier s'inscrit dans cette perspective et réexamine, dans le champ de la sociologie de la connaissance, les théories de Weber, Elias et Mannheim ou plus proches de nous, celles de Goffman, Bourdieu ou de Gaulle-Jacques autour de la distanciation et de l'objectivation, des affects et des expériences biographiques, de l'enracinement et de la capacité de dévoilement. Ce type de questionnement est également repris par Antoine Bachkovski lorsque celui-ci, attirant notre attention sur le tournant praticien en sciences sociales, dénonce les méfaits de l'instrumentalisation, de l'expertise et de la médiatisation. On retrouve des préoccupations similaires chez Nicolas Baptiste dans son analyse des nouveaux modes d'expérimentation en histoire de l'art ou de l'armement, chez Soline Antor-Baptiste dans la reconstitution de son parcours doctoral, chez Jean-Baptiste Roy dans son chapitre sur l'exigence de professionnalité dans la fonction publique territoriale, ou bien encore chez Audrey Valin dans sa distinction entre involvement et commitment, sentiments pulsionnels et relations rationnelles contractualisées. Tous ces éclairages, conceptuels et méthodologiques, font ensuite l'objet d'illustrations et d'études de cas. Celles-ci sont très variées et ont trait, par exemple, au rapport au métier de policier formateur antidrogue, Saïd Guédir, aux démarches d'accompagnement à des projets de validation d'acquis, Jules Cossy à Pénuvor, au militantisme syndical, chez les Jaunes, Christophe Maillard, à la Rodiaceta, Nicolas Mensch, à la mobilisation et à l'action collective, dans l'habitat, Bruno Lafort, sous l'angle de la solidarité intergénérationnelle et de la démocratie participative, Anaël Kiber. D'autres domaines sont aussi explorés, qu'il s'agisse de la santé, pratique du lean management à l'hôpital, Sarah Maurice, attentes et stratégies des associations de malades et des groupes d'entraide mutuelle, Elena Spina, du vieillissement, entrée en EHPAD de personnes âgées dépendantes, Patrick Legros, des activités physiques et sportives, football australien, Valérie Cruzin, centre de formation des Lionceaux, Anne-Sophie Gaborel, course à pied, Thibaut Luciana, Laurent Moureau et Cyril Gindre, sans oublier la création artistique contemporaine, Dominique Bernard Fèvre, ou les loisirs, le monde des collectionneurs, Jean-Yves Causé. Quelles que soient ces acceptions ou ces manifestations, l'engagement, on l'aura noté, renvoie à deux des structures fondamentales qui font l'être humain, d'une part celle de la temporalité, de l'autre celle de la liberté, le lien auquel nous consentons par la promesse ou la signature d'une convention imposant obligation et loyauté, cohérence et fidélité. Autant de principes ou d'impératifs qui à notre époque, peuvent être perdus de vue, négligés ou remis en cause. C'est à ce croisement de l'intériorité et de l'extériorité,
dans une réévaluation constante de la relation entre soi et autrui, que nous convient toutes ces contributions, les références kantiennes à l'ipséité de l'adhésion et à l'altérité du secours constituant toujours de solides repères. Première partie, éléments de cadrage et de problématisation. Chapitre 1 de l'engagement. Le point de vue de l'anthropologie philosophique. Abdelwahab Matari. Le monde est plongé dans un désordre total. Les génocides, le terrorisme, les guerres, l'effondrement des idéologies diverses, la montée du fanatisme, la banalisation de la mort, le réchauffement climatique font que nous vivons le déclin et la déchéance. On est dans une dimension sidérante où l'inhumain prend le dessus sur l'humain. Et ce n'est point la nature qui nous menace, mais c'est l'homme qui est devenu une menace sérieuse pour ses congénères. Une véritable pièce théâtrale dramatique se joue devant nous, où l'acteur qui est censé avoir des dispositions pour le bien s'enferme dans les catacombes de l'incompréhension, derrière lesquelles se cachent les drames, les malheurs et les cassures du monde contemporain, monde civilisé. L'incompréhension et la haine sont les deux faces de la même pièce. Deux ennemis redoutables, deux graves menaces qui frappent l'humanité dans son fondement. Que faut-il faire pour éviter la descente aux enfers ? Cette question ne trouvera de réponse qu'à partir d'une réflexion sur l'engagement. 1. Les fondements du discours de l'anthropologie philosophique. Si un minimum de conflit, de désordre, d'antagonisme est nécessaire selon le point de vue de Kant, 1724 à 1804, à une époque bien déterminée de l'humanité, je crois qu'aujourd'hui, vu l'intensité des dangers qui nous guettent, un maximum d'ordre, de paix, de fraternité est essentiel dans la vie des hommes. C'est ce qui fait que l'anthropologie philosophique médite sur l'humanité de l'homme, pour que celui-ci ne s'arrache pas définitivement du monde civilisé, policé, en s'engageant avec toute sa volonté et sa morale pour l'amour de l'autre, afin de favoriser les conditions d'une libération de l'intersubjectivité et de la société communicationnelle. À orientation historique. Le projet de l'anthropologie philosophique est ancien, et nouveau en même temps. Cette anthropologie ne peut se dispenser d'une interrogation radicale sur l'être de l'homme qui commence avec Platon. Ricoeur 2013 page 8. Elle fut inaugurée par Socrate qui du haut du temple de Delphes cria haut et fort « Connais-toi toi-même ». La complainte socratique aura une influence importante sur la philosophie de Platon, qui consacra à la question de l'homme dans le Théétète une place prépondérante. Le platonisme marque en effet le début de l'humanisme, c'est-à-dire le processus par lequel l'homme se place au centre de l'étang. La métaphysique tout entière est alors régie par le souci de l'être de l'homme et de sa position au sein de l'étang. Dastur 2003 page 66. Cette question fut reprise par les sophistes, les sceptiques, les stoïciens et les épicuriens, qui consacrèrent toute leur énergie à répondre à la question fondamentale de l'orthopraxie. L'orthopraxie fut pour les Grecs l'accomplissement d'une action, l'exécution d'un geste, la conduite d'une affaire. C'est la praxis qui nous mènera à nous engager dans la cité avec justesse et rectitude, qui nous motivera dans la recherche du bonheur. L'intention générale était de montrer que l'engagement en faveur de l'amitié par exemple est un bien nécessaire pour l'homme bon et heureux, et qu'il ne faut pas définir la vie heureuse comme vie autosuffisante et solitaire. Il importe d'avoir conscience que l'autre existe et cela peut se produire dans le fait du vivre ensemble et du partage. C'est avec tous les hommes qu'on doit partager les actes les plus agréables de la vie humaine, et c'est avec tout homme qu'on doit dire un autre soi-même. Cet engagement entre le je et les autres est une condition essentielle, de la conscience d'exister l'un et l'autre. On comprend dès lors tout ce qu'une telle relation peut apporter de bonheur et pourquoi elle est tellement désirable. Cormand et Ferron, 2014 page 367. C'est aussi l'habileté à tirer parti de soi et des autres, ainsi que l'aisance dans les rapports humains. C'est pourquoi la philosophie grecque accordait beaucoup d'importance à la sociabilité, aptitude à vivre en société, et c'est pourquoi la sociabilité et la pragmatique sont tout aussi importants chez Aristote que chez Kant par la suite. La vie en commun ne doit donc pas seulement être comprise comme discorde mais comme concorde. Il faut prêter attention autant qu'aux conflits, à la douceur de vivre en commun et aux agréments raffinés qui en sont inséparables sans ignorer que peu en jouissent aujourd'hui. Le bonheur policé, bien-être non plus seulement égoïste mais partagé,
Moulioni 1993 page 200. Ainsi, Kant s'inscrit dans une tradition grecque et latine qui a peut-être eu son plus beau moment avec le stoïcisme, Ibidem page 201. Ce point de vue confirme les vues de Kant sur l'insociable sociabilité, car dans un tel état, l'homme se sent plus qu'homme par le développement de ses dispositions naturelles. Mais il manifeste aussi une grande propension à se détacher, car il trouve en même temps en lui le caractère d'insociabilité qui le pousse à vouloir tout diriger dans son sens. Deschaux 1971 page 107. B. L'engagement comme notion philanthropique. On peut dire que l'anthropologie philosophique constitue une philanthropie et un devoir cosmopolitique. Une grande philosophie peut-elle ne pas être une philosophie de l'amitié ? Platon, Aristote, Montaigne en sont des exemples. Elle se caractérise par son souci de l'humanitas. Humanitas désigne à la fois la nature humaine et le sentiment de bienveillance de l'homme pour l'homme. Et il s'agit précisément de placer la dignité de l'homme plus haut que ne peut le faire aucune forme d'humanisme historique, Dastur 2003 page 77. Il faut impérativement que les hommes s'engagent en accordant de la bienfaisance les uns aux autres. Cet amour n'est pas seulement bienveillance mais bienfaisance. Il faut porter secours aux autres hommes qui sont dans la détresse parce qu'ils doivent être considérés comme des compagnons, comme des êtres raisonnables sujets aux besoins et réunis par la nature dans une même demeure afin de s'aider réciproquement. Moulioni 1993 page 207. Dans cette perspective, Ricoeur s'appuie sur l'anthropologie philosophique de Kant pour continuer ce projet, car le bonheur de l'humanité n'est pas encore réalisé. Il ne le peut que par un engagement total. Il doit d'abord s'affranchir d'une visée totale afin de pouvoir s'extraire d'une vision et visée subjective. Le bonheur est en effet animé, Ricoeur suit ici Kant, d'une visée de totalité. Le bonheur que je recherche ne se réduit pas au plaisir. Aussi limité que l'est la perspective, il est l'espoir d'une totalité des sens, qui n'est pas un terme fini, mais l'horizon à tous égards. Cette aspiration au bonheur, donc à la totalité et à l'infinitude, habite le vouloir humain. Grondin 2013 page 48. Le bonheur doit être partagé par tous dans un champ total de motivation, et non l'achèvement d'un acte isolé. C'est le terme vers lequel toute ma motivation est orientée. Point zéro et horizon, Ricoeur 2013 page 38. Dans le projet kantien ainsi que dans la perspective ricoeurienne, la notion d'engagement philanthropique est présente. Pour Kant, ainsi que pour Ricoeur, le plaisir ne peut être reconnu comme simple plaisir que s'il est sourdement travaillé par le principe du bonheur. La finitude de plaisir est rendue manifeste par la visée du bonheur, qui signifie le pôle d'infinitude de notre vie affective. Si l'homme est simple dans sa vitalité d'effort, il est double dans son humanité, par sa participation au fini et à l'infini, Grondin 2013 page 48. C'est la praxis d'engagement qui nous conduira du fini à l'infini. C'est la culture de l'engagement. Dans le cadre de la philosophie de l'engagement, nous nous référons à l'idée centrale de Kant, l'idéal de l'humanité. Nous ne pouvons le concevoir autrement que comme idée d'un homme qui essaie, non seulement d'accomplir tout devoir humain intégralement lui-même et répandre en même temps le bien par l'enseignement et l'exemple autour de lui le plus qu'il peut, mais qui de plus serait prêt à se charger de toutes les souffrances jusqu'à la mort la plus ignominieuse pour le salut du monde et en faveur de ses ennemis mêmes. Ricoeur 2013 page 434. On ne peut trouver meilleure disposition pour travailler sur la praxis d'engagement que celle citée par Kant, l'altérité du secours et l'ipséité de l'adhésion. L'actualité dramatique et l'enchaînement des événements d'une atrocité inouïe donnent raison à la certitude d'une fin prochaine, car nous ressentons tous la sommation de la violence dans ses formes individuelles et collectives, anciennes ou nouvelles, non seulement modernes mais postmodernes. Il faudrait sans doute savoir dire autre chose que cette barbarie est insupportable, et que nous sommes contre, ou encore selon la formule célèbre de Hobbes à propos de l'état de nature, qu'il faut en sortir. Or nous ne savons pas, ou nous ne croyons plus savoir comment en sortir. Il nous arrive de soupçonner que par une nouvelle ruse de l'histoire moins favorable que l'ancienne, cette incapacité où nous nous trouvons devient une des conditions, une des formes de sa reproduction et de son extension. Qu'elle soit guerre ou racisme, agression ou répression, domination ou insécurité,
déchaînement brutal ou menace latente, la violence et les violences ne sont peut-être aujourd'hui pour une part que la conséquence même de ce non-savoir. Balibar 2010 pp 17 à 18. De nos jours, personne n'a le droit de dire « je ne savais pas ». Le commun des mortels, tout autant que les décideurs, doit savoir comment s'en sortir. L'homme est capable de le faire malgré sa fragilité. Savoir et être capable. Tel est le soubassement de l'idée d'engagement, à partir de laquelle il nous faut initier une culture. 2. Engagement et humanisme. A. Agir pour une conscience universelle. L'engagement social et politique est à la mode, et la notion d'engagement nécessite quelques précisions sur le sens que nous lui donnons. Le concept sous-entend une injonction à agir pour la collectivité. L'agir doit se traduire par des actions et une implication concrète, ce qui le situe en rupture avec la théorie du désengagement. La notion se présente comme dimension de l'exister. Elle ne peut être comprise comme idée inscrite dans un discours théorique, mais comme le fondement même de l'agir. On ne peut organiser une anthropologie à partir du théorique, mais c'est plutôt le contraire, construire une anthropologie générale à partir de l'action. Gellon 2009 page 7. Soit on souscrit l'engagement dans cette optique, l'agir, soit on ne le souscrit pas. L'engagement, c'est déjà une tendance de l'agir contre le pâtir, mais c'est encore plus que cela, c'est le jeu qui s'engage dans le monde. L'agir apparaît alors tendu entre le jeu comme vouloir et le monde comme champ d'action, étant bien entendu que, en deçà de toute réflexion de l'effort sur lui-même, le jeu n'est à ce stade encore que le dépassement même du vouloir dans les aspects du monde comme champ à œuvrer et comme champ en train d'être œuvré. Mon œuvre à chaque instant se détache en figure sur un monde de l'action qui m'apparaît non pas comme un spectacle, mais vraiment comme un complexe pratique non dénoué appelant à chaque instant une tenue volontaire de moi et de mon corps. Ricoeur 2013 page 103. L'humanité se trouve embarquée dans une folie meurtrière de la course effrénée vers la satisfaction des biens matériels. L'inévitable processus de destruction, de déchéance et de régression est enclenché. On porte en nous la dérive meurtrière. Nos artifices se sont développés à un rythme qui s'est révélé beaucoup plus rapide que notre rythme d'assimilation. Mounier 1959 page 22. Déjà Hegel en son temps, profondément conscient des déchirements dont souffrent les hommes de la modernité. Tension entre l'individu et l'État, entre l'homme privé et l'homme public, entre la morale et la politique, entre les intérêts économiques privés et la communauté, entre la religion et la philosophie. Frick, 1987 page 5, préconisait une réconciliation entre la conscience universelle et la réalité. De ce fait, il croit discerner dans les bouleversements en cours le moment crucial et décisif où ces déchirements vont parvenir à leur résolution. Ibidem, page 5. Mais aujourd'hui, la réconciliation entre la conscience universelle et la réalité relève du domaine de l'impossible, à moins que d'autres facteurs ne s'extériorisent et deviennent le propre de l'homme, à l'instar de la fraternité, la solidarité et la générosité. En effet, loin de la foi et de l'agnosticisme, l'homme doit recourir à ce qu'il y a de généreux au plus profond de sa personne, et faire en sorte que cette générosité se manifeste en actes. La philosophie de l'engagement doit véhiculer un discours de fraternité et de solidarité qui suppose, d'emblée, la reconnaissance de la dignité humaine. B. Phénoménologie de l'intersubjectivité. L'approche anthropologique met au jour certaines caractéristiques de l'homme dont la plus importante est la liberté. Kant, par exemple, donne une signification plutôt pédagogique dans un ordre de réalisation éthico-politique. La morale, sous la forme de l'impératif catégorique, est fondatrice de droit. L'histoire est ainsi le lieu du progrès de la moralité sous la forme de l'extension de la légalité. Néanmoins, la différence entre les deux ordres est telle que le politique ne peut de lui-même être fondateur de la morale, sauf dans l'horizon d'une communauté éthique pouvant guider le progrès. Agar et Cartillo, 2011, page 89. Le mot est lâché. Comment faire pour s'engager à fonder la communauté humaine éthique ? On comprend mieux le désir de Kant qui cherchait à transcender les obstacles qui se posent à travers l'histoire de l'humanité, une histoire déficitaire tant sur le plan du droit que sur celui de la morale. Kant a recours à une métaphore pleine de sens, et dont la lecture nous enseignera à tirer les leçons nécessaires. Pour lui,
l'humanité pullule de démons qui s'abreuvent du sang des autres afin d'assouvir leurs instincts dans une forêt remplie d'autres démons, et qui au final, à force de s'entretuer, s'anéantiront les uns les autres. Comment faire pour vivre dans une forêt d'humains ? Le rapprochement de cette image de démons civilisés par la peur et la concupiscence avec une autre image, celle des arbres dans une forêt, permet de livrer une autre lecture. Les arbres cherchent l'air et le soleil, non pas les uns contre les autres, mais les uns au-dessus des autres. En effet, si Kant cherche à cerner le signe d'un progrès de la moralisation humaine, l'apologie des désirs égoïstes ne convient guère. Au contraire, dans l'image de la forêt, c'est l'effort qui est valorisé, effort pour chercher l'air et le soleil au-dessus et par-delà les obstacles. Ce n'est donc pas l'intérêt égoïste qui est moteur de civilisation, mais la nécessité de transformer l'égoïsme en effort, en transformation de soi, en dépassement de soi, Ibidem page 149. Le dépassement de soi exige un engagement afin de sortir des ténèbres de la forêt kantienne et de s'élancer vers le recommencement. Le temps d'une existence proprement humaine serait un temps du commencement toujours recommencé. Godet 2011 page 65. Hegel et Sartre feront partie des philosophes malgré leurs approches différentes qui croyaient, à l'instar de Kant, que l'engagement de tous les individus était indispensable pour la réalisation d'un humanisme universel. Le jeu et l'autre s'engageront et agiront pour une même finalité qui se manifestera comme œuvre activement faite dans le monde. Il faut réintégrer la conscience dans le corps et le corps dans la conscience. Ricoeur 2013 page 98, en premier lieu, puis se comprendre soi-même comme un autre. C'est ce qui déterminera la phénoménologie de l'intersubjectivité et de la corporéité. J'entends donc par subjectivité la fonction sujet d'une conscience intentionnelle, telle que je la comprends sur moi et sur autrui. Grâce à cette élaboration mutuelle de la compréhension de soi et de celle d'autrui, je m'élève à de véritables concepts de la subjectivité, valables pour l'autre homme, mon semblable. C'est pourquoi même la phénoménologie du corps propre est une phénoménologie de l'intersubjectivité, Ibidem page 107. Pour saisir le sens de l'intersubjectivité, il nous faut impérativement comprendre ce que c'est la phénoménologie du corps à partir de la dualité, engagement-corporéité. 3. Engagement et corporéité. La déchéance humaine traduit l'inéluctable finitude qui frappe tout ce qui est humain, tout ce qui est vivant. La chute des âmes dans un corps terrien semble placer à l'origine de l'homme un malheur d'exister qui est indiscernable de l'incarnation, de l'exister sensible et historique. Ricoeur 2013 page 25. Aussi la déchéance de l'humanité devient, dans des moments de crise et de désarroi que traversent nos civilisations, une véritable obsession à laquelle l'anthropologie philosophique tente de répondre. Pour cela, il faut revisiter l'histoire de l'humanité à partir de certaines orientations anthropologiques, et parmi celles-ci l'orientation de l'engagement et de la corporéité. Pour aborder cette question, on doit tout d'abord savoir que l'anthropologie philosophique s'inscrit dans un autre registre que celui de la recherche philosophique érudite, car celle-ci est plus proche du sens de la vie. Et être au sein même de la vie, c'est déjà être engagé avec son corps dans la durée même de la vie. Comme c'est le cas pour la phénoménologie de Maurice Merleau-Ponty pour qui la perception a une dimension active en tant qu'ouverture primordiale au monde vécu, Lebenswelt. Le corps étant le correspondant engagé dans le monde vécu, la philosophie de Merleau-Ponty ouvre une voie active faite d'engagement. Cette phénoménologie nous renseigne sur la rencontre avec autrui, à travers une relation gestuelle corporelle. Le corps fait principalement sens dans sa présence au monde d'autrui comme figure anticipée d'une réponse. En effet, le langage expressif du corps est prégnant d'une réduplication qu'autrui dans la rencontre peut reconnaître par une sorte de connaturalité. Ainsi, de même que le corps reconnaît aux choses une fonction d'outil dans l'action, les autres apparaissent dans la rencontre selon une structure signifiante. Le corps reprend à son compte, dans une relation gestuelle,
L'ébauche vécue du geste d'autrui, Florival 1984 page 271. La relation avec autrui nous informe sur la dimension vécue du corps, dans l'acte même de la temporalisation de l'exister, afin de continuer d'exister comme un individu pourvu et non dépourvu d'une éthique de la conviction. L'engagement du corps dans le monde vécu s'impose comme une nécessité, afin de contrer le modèle dominant de désengagement. Le « je veux que mon corps change de vie et s'engage » procurera la force de continuer, de ne point sombrer dans un pessimisme qui à la longue annihilera toute volonté d'action dans le monde vécu. Le corps ne s'intéresse plus à ce monde, c'est une retraite psychique et physique pour ne pas dire qu'il devient un corps malade, car dans le cas du malade, le corps vit sur le mode de la généralité, il ne virtualise plus le mouvement et reste bloqué dans l'actualité organique. Ibidem, page 271. L'engagement du corps aura pour effet de transcender une fixation de vie organique. Cet engagement devient une thérapie souhaitée pour mieux répondre aux maux du siècle, et c'est pour cette raison qu'on remarque de plus en plus de personnes qui cherchent l'apaisement du corps à travers un engagement dans le monde vécu, et non pas l'apaisement de l'esprit. Ce siècle sera le siècle du corps ou il ne le sera pas, à travers une dynamique de sens et cela grâce à la médiation du corps propre dont parlait Maurice Merleau-Ponty. Le corps est donc une structure dynamique, souvent engagée par un acte de temporalisation, dans le monde vécu, car sa structure motrice est intrinsèquement soutenue par l'acte d'auto-engagement. L'engagement est conditionné par trois moments importants, le passé, le présent et l'avenir. Le corps choisit son orientation et ses positions, selon ce qu'il a vécu, la mémoire du passé, ce qu'il est en train de vivre, l'attention du présent et ce qu'il deviendra, l'attente du futur. Tout engagement est positif selon la position d'échange relationnel avec le monde des choses et des autres, sur le mode du plaisir et de la satisfaction. À partir de là, nous découvrons pourquoi le corps est pôle d'action et de plaisir, Ibidem, page 269. D'autre part, le corps doit faire de l'expérience du vécu une initiation nécessaire qui lui évitera l'enfermement du vécu illusoire. L'engagement permettra à l'individu de dépasser la phobie d'une vie organique sans aucun sens, qui fera de lui un corps inexistant, sombrant dans l'isolement. L'engagement doit se faire impérativement afin de sortir de l'isolement, afin de pouvoir acquérir d'autres habitudes en se référant à la notion d'éducation du corps propre dans une perspective d'engagement communicationnel vis-à-vis d'autrui. La tendance à l'autodétermination est tendance à la socialité et à la communication, mais tendance seulement, invitation à l'action. Seul l'engagement concret pour la reconnaissance d'autrui sur base de ce postulat permet de dépasser l'ouverture de principe de l'autoconscience et de vérifier cette tendance spirituelle en luttant pour sa réalisation. Être soi-même, c'est alors lutter pour reconnaître autrui, Ibidem, page 129. L'altérité s'articule autour d'une relation qui nous constitue les uns les autres, par et pour les autres. Cette articulation spécifique trouve son assise radicale dans la corporéité. Questionner sur l'engagement et la corporéité, c'est en premier lieu mettre en perspective l'horizon spatio-temporel du monde vécu. L'analyse du temps est en effet celle pour Ponty, d'une présence simultanée à soi et au monde qui permet de sortir de l'intellectualisme abstrait d'un cogito qui serait le fait d'un sujet sans monde alors qu'il s'agit au contraire de l'identifier avec l'engagement dans le monde. Ibidem, page 21. Merleau-Ponty affirme la continuité du monde à travers l'étoffe du corps, contre une pensée de l'isolement qui résumerait l'expérience de ce corps à la simple répétition de l'avènement du moi original, à la réalité de la coupure du monde et du corps. Il nous invite, par l'art et la peinture, à suivre notre corps dans son prolongement mondain, à le vivre et le ressentir au cœur des choses auxquelles il participe. Le retour au monde vécu s'est opéré grâce à la phénoménologie. Il s'agit donc de s'engager dans cette voie qu'est la voie phénoménologique pour penser l'engagement dans le temps de la conscience et l'identité structurelle de la temporalité et de la subjectivité. Ibidem, page 25. On ne peut aborder la question de l'engagement et de la corporéité qu'à partir de la philosophie de la vie. Cette question est ouverte à tous les penseurs qui sont préoccupés par les choses elles-mêmes et qui sont prêts à se soumettre à une discipline, dont la caractéristique principale est à nos yeux l'humilité au sens d'une déférence respectueuse que l'on témoigne à ses Sachen Selbst. Leonardi, 1984 page 185.
C'est cette perspective qui fut inaugurée par Max Scheler, pour qui la philosophie n'est point une réflexion abstraite ou dialectique avec des concepts, mais bien l'imbrication de la pensée et du corps, pour ne devenir que de la vie de l'individu qui est être avec le monde, être avec l'autrui, et être en relation avec le fondement de toute chose, et qui se résume comme un engagement du corps avec le corps d'autrui dans la vie, ibidem. Chez l'être humain, l'existence corporelle est un signe vers autrui, un appel aussi. Le corps, en particulier le visage, est un signe qui suscite l'action d'autrui. L'autre est d'abord reconnu comme celui qui appelle ma sollicitude, qui provoque ma solidarité. Je n'ai d'autre semblable que comme prochain, et c'est dans la mesure où je suis interpellé par un prochain que je retrouve l'identité d'un je qui a lui-même bénéficié de la sollicitude d'autrui, jusqu'au moment où est devenu possible pour ce je la reconnaissance d'un prochain. La tendance à la socialité passe par l'engagement pour la reconnaissance d'autrui et donc une finalité immanente de la vie. Maschalk, 1994, pp 148 am 149. Rappelons à ce propos que l'engagement pour la reconnaissance d'autrui reste une question principale de l'anthropologie philosophique qui pourrait se résumer comme suit. Le problème central de l'anthropologie serait ainsi le passage du corps-objet, de la physique au corps vécu, de l'être doué de liberté. Cette question constitue en fait la toile de fond de la réplique de Fichte au désenchantement de la conscience, ibidem page 132. Fichte développe une philosophie de l'engagement du corps afin d'édifier la société communicationnelle, en s'intéressant au rapport entre sa philosophie de la conscience, le moi, et une pensée du corps, la corporéité. Il a été présenté comme le précurseur des pensées de l'altérité et de l'intersubjectivité. Sa théorie de la société annoncerait en effet le dépassement du paradigme moderne de l'individu et de la subjectivité au profit du paradigme de la société communicationnelle, ibidem page 127. Le corps n'est plus cette enveloppe charnelle dont l'esprit s'entoure, mais l'immense matière du monde avec laquelle il tente de communier et de communiquer. Il se dévoile alors dans sa vocation d'intersubjectivité comme l'appelait Ricoeur, alors que Fichte parlait d'intercorporéité. La seule perception du corps d'autrui, de son regard, de sa bouche, est le moment originaire, fondateur de la communauté, par la reconnaissance possible de soi-même comme un autre, la reconnaissance de soi à partir d'autrui possible, la récursivité. C'est donc en fonction même de ma présence au monde comme corporéité que je constitue un appel pour d'autres semblables, un signe de ralliement, une provocation à l'autolimitation réciproque, à l'échange, à la relation. C'est donc au niveau élémentaire de mon être au monde, dans la forme concrète de ma sphère d'activité, que je suis ouvert à autrui, c'est-à-dire interpellable et interpellant, susceptible d'être reconnu par d'autres humains tout comme de les reconnaître aussi. Si une communauté est possible, c'est selon Fichte, sur la base de cette intercorporéité qui est comme une morale naturelle des corps, un langage des corps, ibidem page 141. Le corps, à travers ses positions phénoménologiques, m'ouvre à la présence d'autrui, m'appelle à sa reconnaissance. C'est ce qu'Emmanuel Lévinas par exemple définit comme interprétation éthique de la rencontre avec autrui, comme ce fut le cas pour Fichte. Pour ces philosophes, le corps s'appréhende comme le lien par lequel nous pouvons nous reconnaître les uns les autres et échanger entre nous. C'est par son entremise que s'effectue la grande expérience de l'humanité, celle de l'amour. Ainsi l'être humain n'est créateur dans l'action qu'à condition de s'être libéré de l'angoisse intérieure liée à la préoccupation de réussir dans le monde sensible, qu'à condition donc de vivre d'une moralité supérieure, celle qui reconnaît la vie active dans le corps humain, l'amour qui seul donne valeur à ses œuvres parce qu'il les rattache à l'essence de toute existence. L'exploit est vain, seul importe la qualité de présence qui se traduit dans mon corps et par lui. Créer, c'est continuer à donner ce qu'on a gratuitement, c'est traduire dans sa patience et sa ténacité à traverser l'existence, un art de vivre, c'est embrasser l'existence pour ce qu'elle est et non la mépriser. Qu'on songe à la figure bergsonienne du saint opposée à celle du sage. Le sage s'élève par son ascétique au-dessus des contingences de l'existence, le saint embrasse le don de la vie par sa mystique, son action est diaphanique, à aucun moment il ne refuse l'existence, ibidem pp 145 à 146. La vie doit être vécue, non pas seulement à travers les humeurs du corps, isolement, mais avec de l'amour, de la pureté en communication avec l'autre. Pour vivre la pureté,
Il faut l'expérimenter à travers un engagement, aller à l'encontre de l'existence d'autrui, et comme l'a si bien décrit Bergson, il ne suffit pas de dire « je suis pur », il faut vivre dans un environnement impur, et pouvoir par la suite sauver sa pureté comme le font les saints. La pureté exige le sacrifice de soi, pour autrui. La théorie bergsonienne des deux corps nous conduit à rejeter l'idée d'un corps prison, isolement, pour favoriser le corps passion, engagement. Intercorporéité et intersubjectivité se doublent, de la dialectique du corps pour soi et du corps pour autrui. Donné au sentiment que j'ai de moi-même, le corps pour soi est au principe du monde intérieur ou si l'on préfère de la dimension intérieure de mon monde. Au contraire, le corps pour autrui appartient au monde de l'autre, monde que sans doute je rejoins dans ma perception, mais qu'en même temps j'imprègne de toute mon intériorité. Deschaux 1971 page 164. La même remarque peut être faite à la phénoménologie de l'engagement et de la corporéité chez Ricoeur, qui trouve son véritable sens dans la philosophie de l'action. C'est en agissant et non enfermé seul dans un poil, que l'homme se comprend et devient véritablement soi. Ricoeur 2013 page 17. La méthode de Ricoeur insiste sur la présence du corps. Son exigence primordiale reste l'attention à un corps de sensibilité plein de sympathie porté aux autres corps et aux choses elles-mêmes. La phénoménologie de l'engagement et de la corporéité est beaucoup plus attentive à la perception du monde dans lequel on vit. Il faut ainsi concrètement privilégier l'action en faveur d'un ordre collectif, s'engager pour réaliser la vie absolue. L'action créatrice suppose qu'on ne se considère plus comme point de référence absolu. L'action prend son sens de rattachement à un destin supérieur, celui de la vie en nous et en toute chose, celui aussi du progrès de la liberté dans l'espèce humaine pour reconnaître cette vie absolue. La personne qui s'engage pour la liberté vise à devenir un maillon dans le devenir de l'humanité qui lui survivra avec sa quête de liberté. S'engager, c'est répondre à un avenir, chercher le maintien d'un futur pour le destin humain. Chaque corps est, par son action pour la liberté, figure irremplaçable d'un destin commun de liberté dans l'humanité, et construire une véritable cité commune, c'est rendre possible un art de vivre ensemble qui permettra à chacun de se réaliser comme figure de la vie absolue. Maschalk 1994 page 147. L'effroyable descente vers l'inconnu nous oblige à replacer le je, comme agir dans son rôle de médiateur dans l'entretien des valeurs humaines. L'engagement apparaîtra alors comme une ataraxie, afin de mener une vie ayant un sens, ce qui nous fera saisir anthropologiquement l'expression « être au monde ». S'engager, ce n'est point réfléchir à la finalité matérielle de l'acte avec un relent pragmatique, c'est tout à fait le contraire. L'engagement ne peut s'accomplir que dans une autre dimension, qui suppose le sacrifice de soi pour se consacrer à l'autre, avec la finalité du devoir accompli dénuée de toute finalité pragmatique. L'engagement doit être le pilier fondateur du citoyen. Cette notion apparaît aujourd'hui comme capable de nous aider à voir clair dans la complexité du monde. L'engagement, dans cette perspective, relève de la nécessité d'une responsabilité communicationnelle, afin d'éviter les écueils de l'isolement qui provoquent inévitablement un malaise dans les rapports interpersonnels et contribuent, de ce fait, à l'individualisme qui banalise les rapports sociaux et familiaux. Le déficit en matière de relations se fait de plus en plus grave. La course effrénée vers la satisfaction de l'ego se traduit souvent par de la rancœur, des ressentiments et de la haine. Comment faire pour revenir aux thèses d'un humanisme universel, qui posera la condition d'une vie dans laquelle autrui apparaîtra comme l'authentification de cette vie et non pas comme une négation de soi. L'engagement s'établira alors, dans le croisement de l'intériorité et de l'extériorité, dans une réévaluation constante de la relation entre soi et autrui. Chapitre 2 – Engagement et transmission des valeurs démocratiques. Thierry Foucard. Toute société est soumise à la nécessité politique de la continuité d'une civilisation constituée, qui ne peut être assurée que si les nouveaux venus par naissance sont introduits dans un monde préétabli où ils naissent en étrangers. Arendt, 1993, page 122. Introduire les nouveaux venus ne se limite pas à les intégrer. Cela comporte aussi un projet politique, qui est leur engagement dans la défense des valeurs de la civilisation. Se pose donc la question des valeurs à transmettre et de leur mode de transmission, en particulier à la jeunesse.
1. Le rôle politique de l'école. Le rôle de l'école n'est pas seulement d'instruire et éduquer, mais aussi d'assurer l'avenir politique de la société. Un court rappel historique est indispensable pour mettre en évidence les différentes figures d'engagement de la jeunesse dans le passé et de nos jours. A. Le cas général des régimes politiques. Tous les régimes politiques ont cherché à transmettre leurs valeurs fondatrices à la génération suivante, pour l'engager dans la voie politique qu'ils ont ouverte. Ils en ont chargé des organisations d'encadrement, de nature politique ou religieuse. La durée de vie de ces régimes a été variable. Près de 2 millénaires pour certaines monarchies, quelques décennies pour les régimes communistes, quelques années pour les dictatures. En France, pendant l'Ancien Régime, l'instruction et l'éducation étaient sous la domination de l'Église qui soutenait la monarchie. C'est au XVIIe siècle que des philosophes comme Comenius, 1592 à 1670, ont conçu un système collectif d'éducation. En 1789, les révolutionnaires ont imaginé des systèmes indépendants des religions pour donner aux citoyens la capacité de s'opposer au retour du despotisme et de l'obscurantisme, et créé en 1792 un ministère de l'instruction publique. La mise en place effective d'un système collectif d'enseignement date de 1833. La loi Guizot a imposé à chaque commune de plus de 500 habitants d'assurer l'enseignement primaire en créant une école publique ou en subventionnant une école privée. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe, l'école publique a été chargée de renforcer le régime républicain. Les lois Ferry, 1881 à 1882, ont écarté la religion de la mission de cette école, et Ferdinand Buisson, principal collaborateur de Jules Ferry, a été chargé de leur application. C'est l'époque des hussards noirs de la République dont Jacques Ozouf a relaté les témoignages. Ozouf, 1967. En 1932, l'instruction publique a été remplacée par l'éducation nationale. Ce changement de dénomination est significatif. À la mission d'instruction, surtout fondée sur l'acquisition de la culture française, des sciences et des techniques, s'est ajoutée celle de l'éducation, dans des missions précédemment réservées à l'éducation familiale. L'objectif politique s'est élargi. Il ne s'agit plus seulement d'assurer l'avenir des institutions, mais aussi de contrôler l'évolution des mœurs. B. L'éducation de nos jours. Au fur et à mesure des évolutions sociales, l'école a pris une part de plus en plus grande dans l'éducation des enfants. Inversement, les parents ont été amenés à participer à l'éducation scolaire, sans toutefois disposer d'un pouvoir de décision réel du fait du monopole de l'État sur l'enseignement public. En 1984, le gouvernement Mauroy a voulu renforcer l'emprise de l'État sur l'éducation en nationalisant l'école privée. L'opposition massive des parents d'élèves de ces écoles l'a obligé à abandonner le projet de loi Savary, mais cet abandon a été suivi d'un renforcement de la tutelle de l'État sur les professeurs des écoles sous contrat d'association, en échange du financement public des frais de personnel et de fonctionnement. L'école privée sous contrat est depuis tenue aux mêmes obligations légales que l'école publique et transmet les mêmes valeurs. N'étant pas un organisme public, elle n'est pas soumise à la laïcité, mais seulement à la tolérance. Elle accueille les élèves sans distinction de race, de religion, d'origine. L'enseignement religieux n'est pas obligatoire et le port de symboles d'appartenance, voile islamique, kippa, par les élèves peut y être autorisé. Les écoles non conventionnées ne rassemblant qu'une très faible proportion d'élèves, l'État dispose maintenant du monopole scolaire voulu par les physiocrates du XVIIIe siècle. L'école est placée sous l'influence des idéologies qu'il soutient. Accusée par Bourdieu de reproduire les inégalités, elle est utilisée maintenant pour les réduire. Cette instrumentalisation implique les élèves dans les conflits idéologiques contemporains. Les réactions récentes contre la normalisation de l'homosexualité, contre l'introduction supposée d'une théorie des genres, et contre la minute de silence imposée dans les écoles après les attentats de janvier 2015 témoignent de l'opposition d'une partie de la population à ces intrusions dans l'éducation scolaire des enfants. 2. La laïcité. La voie dans laquelle l'école est maintenant chargée d'engager les jeunes est intimement liée à la laïcité, souvent comprise comme l'exclusion des religions des institutions d'État. A. Laïcité et tolérance.
Dans son essai Qu'est-ce que la laïcité ? Catherine Kinsler se propose de construire le concept contemporain de laïcité de manière déductive et de le caractériser comme dispositif intellectuel à partir des travaux de John Locke et de Nicolas de Condorcet, Kinsler 2008, page 8. Elle en donne tout d'abord brièvement et simplement une définition. La laïcité est une façon de concevoir et d'organiser la coexistence des libertés, plus particulièrement les libertés d'opinion, de conscience, de croyance. Le dispositif laïque définit les conditions de possibilité a priori de cette coexistence par une sorte de vide expérimental. Il fonde le lien politique sur la suspension du lien social. Les libertés supposent un espace dans lequel les choses relatives à la croyance et l'exercice de l'autonomie du jugement sont tenues en dehors du champ de la loi. Il faut articuler cette sphère privée régie par la liberté individuelle avec la sphère publique soumise à la loi commune, cette dernière concernant les actes et non les croyances et les jugements. La laïcité suppose que la loi ne peut s'autoriser que d'un rapport critique de la pensée humaine à elle-même. La théorie de la culture rend inutile le recours à un arrière-monde, à une explication religieuse du monde. Les différences entre tolérance et laïcité permettent de mieux comprendre cette dernière. La tolérance chez Locke, moins élargie par Bell, affirme que nul n'est tenu d'avoir une religion plutôt qu'une autre. Personne n'est tenu de n'avoir aucune religion. Personne n'est tenu d'avoir une religion plutôt qu'aucune, incroyance. La laïcité offre les mêmes libertés que cette tolérance élargie, mais elle en diffère par deux principes supplémentaires. L'abstention absolue de la puissance publique en matière de croyance ou d'incroyance, absence de reconnaissance par l'État d'une religion, d'une idéologie et de l'athéisme. L'exclusion des communautés, confessionnelles ou non, de la formation de la loi, celle-ci ne peut émaner que des individus citoyens constitués en représentation générale. Ces deux principes supplémentaires donnent à l'incroyance une fonction particulière. Le lien politique peut exister sans conviction religieuse. Contrairement à la tolérance élargie dont l'objectif est simplement d'assurer la coexistence de communautés religieuses et d'incroyants, la laïcité est un principe abstrait, qui nie la nécessité d'une forme de croyance pour la création d'un lien politique. Une association politique laïque ne peut être formée en rassemblant des communautés, mais uniquement des individus. B. Espace public. La nature de l'espace public dans un État laïque présente donc une particularité. La laïcité consistant à regrouper des individus différents pour leur permettre de conserver ces différences, il s'agit de constituer une classe appelée paradoxale par Jean-Claude Milner. Le seul motif des rassemblements politiques est l'énoncé et la préservation des droits de chacun. Le principe d'un tel rassemblement doit produire l'assurance que chacun pourra y développer un maximum de propriétés singulières. Kinsler 2008, page 41. C'est le modèle classique de la laïcité, fondé sur le minimalisme de la loi permettant de maximiser les propriétés singulières. L'expression dans l'espace public de ces propriétés singulières, en particulier des opinions religieuses, ne doit pas être simplement autorisée mais garantie. Cette classe paradoxale est fragile. Il est facile de quitter un espace hétérogène, donc peu solidaire, pour une communauté de croyances, d'intérêts ou de comportements, et de revendiquer la reconnaissance politique de cette communauté. C'est cette fragilité qui crée le risque de transformation d'une société laïque en société communautariste dans laquelle les minorités veulent imposer une règle à leurs membres. L'engagement dans la voie de l'universalité républicaine est une réponse à cette fragilité. La vision des physiocrates du XVIIIe siècle sur l'éducation publique est partagée par les responsables politiques actuels, soucieux de changer les mentalités. Ils considèrent que, comme l'exprime Tocqueville, c'est à lui l'État de former l'esprit des citoyens suivant un certain modèle qu'il s'est proposé à l'avance. Tocqueville, 1856, page 260. Condorcet y était opposé. Aucun pouvoir public ne doit avoir l'autorité ni même le crédit d'empêcher le développement des vérités nouvelles, l'enseignement des théories contraires à sa politique particulière ou à ses intérêts momentanés. Condorcet, 1792, cité par Kinsler 2008, page 101. Kinsler conclut : loin d'exiger l'exclusivité de l'enseignement public,
La laïcité scolaire suppose au contraire l'existence d'un réseau privé d'enseignement comme double condition du fonctionnement du réseau public. Elle en garantit la bonne santé épistémologique et elle assure aux citoyens la liberté dans le choix de l'éducation à donner à leurs enfants. Ibidem, page 53. Cette liberté d'éducation n'est pas celle de l'instruction. Condorcet distingue nettement les deux, l'éducation relevant du choix des familles, et l'instruction de la responsabilité de l'État, fondée uniquement sur l'expérimentation, la rationalité et l'autocritique. Selon lui, l'État laïque n'a en réalité comme rôle que de former l'esprit à l'immanence de la pensée dans un vide expérimental. C'est une démarche très abstraite et très ambitieuse parce qu'elle suppose que les enfants et les adolescents en ont la capacité intellectuelle, que leurs parents en comprennent l'intérêt et que les enseignants sont en mesure de la suivre. La réforme des mathématiques modernes, inspirée de la théorie des idées de Platon, est un exemple de cette démarche, Foucard 2012, page 166. La laïcité ne concerne pas seulement les religions. Elle est l'absence totale de toute idéologie, de tout modèle a priori. Elle considère le lien politique comme suffisant à lui seul pour assurer l'existence d'une classe paradoxale. 3. De la religion civile à la morale laïque. La première question qui se pose est de savoir si un lien uniquement politique suffit à assurer concrètement l'existence et l'avenir de la société laïque. À la religion civile. Cette préoccupation a amené Jean-Jacques Rousseau à développer l'idée d'une religion civile, dont l'unique objectif est de renforcer le lien politique. Elle consiste à organiser des cérémonies civiles, qui se substituent ou s'ajoutent aux cérémonies religieuses. Ce sont des religions civiles que la Révolution française a voulu imposer en célébrant le culte de la raison, puis celui de l'être suprême. Les religions traditionnelles peuvent jouer le rôle de religion civile, sans préjudice de leur vérité, et rassembler leurs fidèles autour de leurs points communs. Ces religions civiles, fondées sur l'immortalité de l'âme et l'existence d'une divinité, ne conviennent plus à la société laïque actuelle dans laquelle l'incroyance exerce une fonction particulière. Le fondement de l'association politique se pensant indépendamment de toute référence religieuse ou à un lien préexistant, la religion civile est directement contraire à la laïcité, et la thèse laïque doit également veiller à ce que la loi elle-même ne soit jamais présentée comme un article de foi auquel chacun est requis d'adhérer, ou que chacun serait tenu d'aimer. Il suffit qu'elle soit respectée. Kinsler 2008, page 31. La religion civile est donc une réponse à la question du fonctionnement de la société démocratique, fondée sur l'idée qu'un lien uniquement politique est insuffisant pour assurer l'existence d'une classe paradoxale. Elle facilite la transmission des valeurs démocratiques et l'engagement de la jeunesse, mais contredit la laïcité. Elle a été et reste encore aujourd'hui l'objet d'un débat. B. La foi laïque. Buisson a développé l'idée d'une foi laïque commune à tous les citoyens, engageant les élèves sur le chemin de la démocratie, Payon 2010. Le raisonnement de Buisson est le suivant. Il considère que la démarche purement laïque est insuffisante pour engager les jeunes dans la voie démocratique, suppose l'existence d'un espace de pensée étranger à la rationalité et propose de remplir ce dernier de la foi laïque. Cette démarche est contemporaine des développements scientifiques de son époque, théorie des ensembles de Cantor, théorie du chaos de Poincaré et mécanique quantique de Planck, qui montrent les limites de la logique mathématique et de l'appréhension rationnelle du monde physique. Je n'ai toutefois pas trouvé de lien explicite entre la démarche de Buisson et ces théories scientifiques. Avec Jean Jaurès, est affirmée l'existence d'une morale universelle inscrite dans l'humanité depuis la Révolution. Elle n'est pas seulement une doctrine philosophique. Elle est devenue depuis la Révolution française une réalité historique, un fait social, car la Révolution, en affirmant les droits et les devoirs de l'homme, ne les a mis sous la sauvegarde d'aucun dogme. Elle n'a pas dit à l'homme, « Que crois-tu » Elle lui a dit, « Voilà ce que tu vaux et ce que tu dois », et depuis lors c'est la seule conscience humaine, la liberté réglée par le devoir qui est le fondement de l'ordre social tout entier. Jaurès 1899, page 151. Buisson est chargé d'organiser la transmission de cette morale universelle à la jeunesse. Il y a au fond de l'âme humaine,
des vérités qui sont simples et que nous demandons à l'instruction primaire de faire saisir, aussi bien que les vérités de sens commun et que les réalités sensibles. Buisson 1912 page 21. Pour cela, les instituteurs doivent faire appel non à la raison des élèves, mais à leur intuition, leur générosité, leur compassion, leur empathie. On prétend que ce sont là des vérités réservées qu'il faut vous interdire. Répondez que ce ne sont plus des questions, mais des vérités capitales, indispensables à tous nos enfants. Les croyances confessionnelles peuvent varier, comme les opinions politiques. Ce qui ne vacille pas, c'est l'intuition de l'infini et du divin, de la perfection morale, de la justice, du dévouement, Ibidem page 23. C'est la similitude de cette démarche avec celle des religions traditionnelles qui lui fait appeler cette morale universelle, foi laïque. Cette morale est en fait, la morale chrétienne, dégagée des dogmes et des hiérarchies religieuses. Le but de Buisson est d'en imprégner les esprits des élèves de façon à la placer hors de toute contestation, et d'assurer ainsi la paix sociale non pas seulement par l'intérêt commun garantissant l'expression de propriété singulière, mais aussi par l'adhésion de tous à cette foi laïque. Cette adhésion, obtenue par la force de conviction des maîtres et non par une argumentation rationnelle, occupe l'espace de pensée précédent. La démarche est au fond analogue à celle des régimes religieux, des dictatures et des totalitarismes qui prétendent, eux aussi, occuper cet espace de l'irrationnel dans le but d'assurer leur pérennité. Elle en diffère totalement par la méthode pédagogique utilisée, qui consiste à faire partager aux élèves les valeurs humanistes en faisant appel à leur sensibilité et à leur intuition, et non à réduire la part rationnelle de la pensée pour les embrigader dans l'obscurantisme. Mais elle est en contradiction avec la laïcité au sens de Kinsler, du fait que c'est une religion civile. La foi laïque a permis l'émergence d'une école respectueuse de toutes les convictions, et engageant la jeunesse dans la démocratie parce que ces valeurs morales étaient partagées par toutes les familles. L'existence d'une divinité et l'immortalité de l'âme sont maintenant contestées par une partie importante de la population, et cette foi laïque ne peut plus continuer à jouer le rôle de religion civile qu'elle a rempli auparavant. C'est la morale laïque. L'augmentation du nombre d'athées n'est pas la seule évolution de la société française. La population est devenue très hétérogène au plan des croyances et des mœurs. Des comportements et des revendications communautaristes et idéologiques s'opposent aux liens politiques permettant l'existence de la classe paradoxale et engendrent des réactions limitant l'exercice des libertés individuelles. Comment transmettre maintenant les valeurs démocratiques, et lesquelles ? Alain Bergogneau, Laurence Lefeul, Rémi Schwartz-Séal ont étudié, à la demande de Vincent Peillon, alors ministre de l'Éducation nationale, les conditions d'un enseignement de la morale laïque. Ils y reprennent les valeurs de la foi laïque de Buisson, en conservant la notion de morale universelle et en éliminant l'immortalité de l'âme et l'intuition du divin, contraire aux convictions des athées. La démarche décidée par le ministère reprend donc celle de Buisson, et consiste à transformer les mentalités en imprégnant l'esprit des élèves des valeurs de la République de façon à en assurer l'avenir. Mais cette morale est soumise à la condition que la foi laïque de Buisson respectait. On ne peut engager la jeunesse dans la voie de la démocratie que si les valeurs de cette dernière sont partagées par tous. Il y a là une nouvelle difficulté, puisque la société homogène du début du XXe siècle, de culture chrétienne dans sa quasi-intégralité, est devenue multiculturelle par suite des migrations. Le fond culturel chrétien n'est plus le fond culturel de tous, et peut être d'autant plus contesté qu'il n'est pas facile de distinguer ce qui relève de la religion de ce qui a trait à la culture lorsque cette dernière a été façonnée en profondeur par la première au cours des 20 derniers siècles. Pour certains, les vérités simples de la morale laïque ne sont plus universelles mais chrétiennes et donc sujettes au relativisme Boudon 2007. Les auteurs du rapport en sont évidemment conscients. De telles évolutions complexifient les conditions de l'accord sur les prescriptions d'une morale, a fortiori interrogent-elles les principes et les contenus d'une morale commune et de sa reconnaissance par les citoyens. Traduite dans la philosophie morale, la recherche de ces conditions est à l'origine d'un partage entre morale minimale et morale maximale. Dans une perspective maximaliste, la morale comportera un ensemble de prescriptions et un socle de valeurs denses. Une éthique minimaliste pourra se résumer au souci d'éviter de nuire délibérément à autrui, Bergogneau et al.,
2013 page 8. On voit apparaître deux éthiques différentes. L'une maximale, reposant sur un socle de valeurs denses et l'intérêt commun, et l'autre minimale, limitée au respect d'autrui. Les auteurs ajoutent: le désaccord philosophique sur les principes et les contenus de la morale attesterait ainsi d'une difficulté nouvelle à articuler l'individu et le commun, difficulté propre aux démocraties contemporaines. 4. Les valeurs républicaines. La société a profondément changé depuis Buisson. Recul du catholicisme, progression de l'athéisme, apparition de religions auparavant absentes comme les églises évangéliques, l'islam, les témoins de Jéhovah, les mormons, etc. Certaines de ces religions ne sont pas séparées du pouvoir politique, et la morale laïque n'y est pas considérée comme universelle. De même, l'égalité en droit et la liberté individuelle n'y sont pas toujours reconnues. On peut donc se demander si la morale minimale est suffisante pour assurer l'existence de la classe paradoxale, ou si des valeurs supplémentaires doivent être transmises dans une éthique maximale. La question se pose ensuite de savoir lesquelles et comment. À éthique minimale. Pendant son enfance, l'enfant est sous l'autorité de ses parents, qui lui donnent un nom, un prénom, une langue, une religion. Il ne dispose pas de sa liberté individuelle, mais ce que ses parents lui transmettent forge sa personnalité et lui donne son humanité. De la même façon, l'école n'est pas un espace de jouissance de la liberté mais de son apprentissage. Dans l'éducation, on a toujours affaire à des gens qui ne peuvent encore être admis à la politique et à l'égalité parce qu'ils sont en train d'y être préparés. Arendt, 1993, page 250. La transmission aux élèves de l'éthique minimale n'est pas contraire à la laïcité. Elle prépare ces derniers à vivre dans une classe paradoxale. Par contre, les parents ne doivent pas être privés de leurs responsabilités exercées dans la sphère privée ni du choix de l'éducation à donner à leurs enfants. On voit apparaître ici la source d'un conflit entre parents et école. Il peut exister maintenant des réactions à la morale laïque minimale, certaines communautés religieuses donnant à leurs lois la prééminence sur les lois de la République. Si par principe, ces dernières s'imposent à tous, la laïcité et le contrat social supposent toutefois que tout le monde y adhère, et les lois de la République doivent donc être acceptables par tous ou une très grande majorité de la population. Ce n'est pas toujours le cas, et un autre genre de conflit apparaît maintenant, créé par l'émergence d'une nouvelle laïcité qui consiste à restreindre l'expression religieuse à la sphère privée, Ennett Vaucher et Valentin, 2014. Cependant, les valeurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme sont fondatrices de la démocratie. La défense de celle-ci exige de transmettre l'éthique minimale de la morale laïque, même au prix d'une confrontation avec une partie de la population. B. Éthique maximale. L'éthique maximale évoquée dans le rapport pour un enseignement laïque de la morale ajoute un certain nombre de valeurs à celle de l'éthique minimale. Le dévouement, le sacrifice de son intérêt personnel à l'intérêt commun, etc. Elle se réfère à la justice sociale, définie par l'égalité réelle et la solidarité. L'égalité formelle et la fraternité sont l'objet de l'article 1er de la Déclaration universelle. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience, et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. En leur substituant l'égalité réelle et la solidarité, l'éthique maximale entre en contradiction avec la laïcité pour plusieurs raisons. Une raison de principe. La laïcité a pour objectif de permettre l'existence maximale de propriétés singulières au sein de la classe paradoxale. C'est exactement le contraire de l'égalité réelle, dont l'objectif de suppression des inégalités aboutit à l'identité des comportements. Une raison pratique. Les inégalités ne peuvent être observées dans la population que par des statistiques administratives, et compensées par des droits-créances accordés non individuellement mais suivant la classe à laquelle chacun appartient. C'est la négation de la singularité inhérente à la laïcité, et l'ouverture aux revendications communautaristes. Une raison de cohérence. L'égalité réelle et la solidarité, toutes deux droits-créances se référant à la Déclaration universelle, contredisent l'égalité formelle et le droit de propriété, tous deux droits-liberté cités dans la même déclaration.
Ces contradictions sont surmontées par l'interprétation de la notion d'égalité par le Conseil constitutionnel. Le principe d'égalité devant la loi fiscale ne fait pas obstacle à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. Fouquet 2011. Cette interprétation limite le principe d'égalité en droit au cas où l'égalité réelle existe déjà, et donne au pouvoir politique, qui définit l'intérêt général et dispose du pouvoir législatif, la possibilité d'y déroger à peu près complètement. La contradiction entre l'égalité réelle et la solidarité, d'une part, et la laïcité de l'autre, résulte de la définition de la laïcité proposée par Kinsler et Condorcet comme constitutive d'une classe paradoxale. Les propriétés singulières ne peuvent exister au sein de cette classe que si elles sont autonomes, et ne font pas appel à l'égalité réelle et à la solidarité. C'est la transmission des valeurs. La transmission de l'éthique minimale doit être faite de façon impérative, éventuellement en opposition avec les valeurs parentales. L'objectif d'engagement de la jeunesse dans la voie de la démocratie justifie l'absence de débat. L'autorité est incompatible avec la persuasion qui présuppose l'égalité et opère par un processus d'argumentation. Arendt, 1993, page 123. Une large majorité de citoyens partagent les valeurs démocratiques de l'éthique minimale, dont la transmission peut être effectuée sans opposition de leur part. En revanche, l'enseignement direct de la morale laïque, par des heures spécifiques, actuellement prévues dans les écoles conformément au rapport précédemment cité, peut ouvrir un conflit avec la minorité qui y voit une intrusion dans l'éducation familiale. En pratique, c'est surtout par la vie scolaire que les élèves peuvent être amenés à respecter la loi démocratique et les valeurs qu'elle promeut, et par l'enseignement des sciences, lettres et sciences humaines. En cas de conflit, l'école doit disposer des moyens d'imposer les valeurs démocratiques aux familles qui s'y opposent. La situation est différente dans le cas de l'éthique maximale. Le système éducatif a été profondément remanié pour que l'école transmette l'égalité réelle, la solidarité et d'autres valeurs comme la domination de l'intérêt général sur les intérêts particuliers, contraire à l'éthique libérale. Tous les ministres ont demandé à l'école de transmettre ces valeurs. L'objectif est ici de pérenniser l'État-providence, et non plus seulement la démocratie libérale. Cette transmission est fondée non sur la raison, mais sur les sentiments des élèves. L'intuition, l'empathie, la générosité, le dévouement. Nietzsche y voyait une cause de l'affaiblissement des sociétés, mais on n'imagine pas comment les jeunes pourraient intérioriser cette éthique maximale si le pouvoir politique ne recourt pas à ce type d'argumentation. Cette méthode n'est pas contraire à la laïcité dans la mesure où, comme je l'ai dit précédemment, l'école n'est pas un espace de jouissance de la liberté, mais un espace d'apprentissage de cette liberté. Le choix actuel est celui de l'éthique maximale. Sa transmission est confrontée à la diversité politique, culturelle et religieuse de la population française. On peut y voir l'origine d'une multiplication des conflits entre l'école et les familles, et au sein des familles elles-mêmes, un des facteurs des dysfonctionnements du système éducatif et de l'affaiblissement des valeurs de la démocratie libérale dans la population. L'école est actuellement confrontée à de très grandes difficultés dans la transmission des connaissances élémentaires. Le développement de l'esprit critique et de la rationalité, tous deux nécessaires pour empêcher le retour de l'obscurantisme et assurer l'avenir démocratique de la France, est en échec. Il me paraît souhaitable de ne pas imposer à l'école des difficultés supplémentaires, en la chargeant non seulement de la transmission des valeurs démocratiques, mais aussi de celle de l'État-providence et d'une morale laïque maximale. Chapitre 3, de Marc Bloch à Henri-Irénée Maroux, modalités de l'engagement républicain. Johann Chanoir. Il n'y a pas eu de Marc Bloch allemand, Schottler 1997 page 11. Tel est le constat amer formulé par un historien de RFA, évoquant l'attitude de ses collègues pendant le nazisme. Il énonce ainsi en creux l'exception française à travers l'exemple de Marc Bloch, médiéviste et martyr de la résistance en 1944. Quiconque arpente le territoire de l'historien,
s'aperçoit que le scientifique qui travaille sur l'histoire, afin de la rendre intelligible à ses contemporains, ne se limite pas seulement au travail dans son cabinet. En France, l'espace public relève aussi du périmètre du serviteur de Clio. Celui-ci, en effet, ne se contente pas d'écrire. Il agit également, prend position, pétitionne, manifeste, notamment pour défendre ou contester les principes républicains. Car l'avènement puis l'enracinement de la République dans notre pays ont tracé une ligne de fracture dans la communauté des historiens. Si certains se sont engagés pour les valeurs et le régime républicain, d'autres ont choisi de combattre la République, Dumoulin 1992. Pratique de l'histoire et engagement politique semblent ainsi consubstantiels dans notre pays. D'autant que l'identité républicaine y incite. Car le terme républicain ne renvoie pas seulement à un système institutionnel ou à une tendance politique. Il recouvre à la fois une attitude mentale, une présence au monde et une explication de ce dernier, un comportement qu'ont ou que doivent avoir tous ceux qui se réclament de lui, Nicolet 1994, et par extension contre lesquels se définissent et agissent ses opposants. S'engager pour la défense du régime républicain, qu'il soit réalisé ou espéré, qu'il soit enraciné solidement ou menacé, est un combat au quotidien qui bouscule les habitudes du scientifique, qui l'oblige à quitter la quiétude de sa tour d'ivoire ou à utiliser sa chair comme tribune. Cette dimension totale du fait républicain explique sa contradiction avec l'idéal weberien d'une objectivité voulue comme consubstantielle à tout scientifique et qui appelle un écart au monde. Dès que l'homme de science fait entendre ses propres jugements de valeur, c'en est fini de la compréhension entière des faits. Weber 2005 page 42. Dans cette contribution, il ne s'agit donc pas d'analyser le rôle de l'intellectuel, entendu comme une personne sortant de sa sphère de compétences traditionnelle, pour énoncer et dénoncer un problème. Il est plutôt question d'étudier l'engagement d'historiens au service de la République avec l'exemple de deux figures, qui recouvrent deux postures, celle de Marc Bloch et d'Henri-Irénée Maroux. Ces deux savants, selon des modalités plurielles, avec des destins différents, se sont engagés dans un combat pour la République et l'idée qu'ils s'en faisaient. L'interrogation liminaire est alors la suivante. La pratique professionnelle de l'histoire confère-t-elle à un engagement au service de l'idéal républicain une plus-value ? Si oui, laquelle et selon quelle modalité ? Après avoir expliqué les conditions propices à un tel engagement pour des historiens, il conviendra d'analyser les formes de cet engagement. 1. Des conditions propices à l'engagement. Sans sombrer dans le déterminisme, il semble qu'il existe des conditions propices à ce type d'engagement chez l'historien. Ces dernières sont de trois ordres. Une solide tradition établie depuis l'affaire Dreyfus, le poids de l'événement et enfin la conception personnelle de la cité portée chez les historiens. À la tradition dreyfusarde. L'affaire Dreyfus ne fut pas qu'un combat sur l'innocence d'un capitaine d'origine juive injustement condamné. Elle fut aussi l'occasion de montrer la dimension publique du métier d'historien, et la plus-value apportée par celle-ci dans un combat citoyen, dépassant largement la question de la non-culpabilité de Dreyfus. Être pour Dreyfus, c'est être aussi pour la République, pour l'isonomie contre l'injustice. S'affirmer anti-Dreyfusard, c'est être contre la République, pour le respect de la chose jugée, contre les Juifs présentés comme des éléments de dissolution. Dans cette véritable guerre franco-française, l'historien est appelé à jouer un rôle. La tenue du procès Zola, suite à son article « J'accuse », oppose la communauté historienne. Pour la plupart des chartistes qui viennent déposer, le célèbre bordereau, pièce à conviction, ne peut être écrit par la main de Dreyfus. Arthur Giry se livre à un véritable discours sur la méthode. La méthode est toujours la même. Dumoulin 2000, page 283, affirme-t-il, qu'il s'agisse d'une écriture du XIIe siècle ou d'une graphie contemporaine, entendant montrer par les invariants de l'analyse le caractère. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.